Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le sommet de la France-Afrique à Paris. François Hollande promet de doubler l'aide en faveur de l'Afrique. Un sommet sur l'aide et la sécurité avec un sujet qui s'est invité dans les travaux, la mort de Nelson Mandela. Le 40e sommet du CMAE, Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux s'ouvrent lundi pour 3 jours. Beaucoup de délégations sont déjà à Conakry. Et puis à suivre les groupes des équipes africaines lors du Mondial 2014 au Brésil. Le Cameroun par exemple va évoluer dans le groupe du pays organisateur, la Croatie et le Mexique. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un baobab qui s'est éteint. Je rappelle les propos du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a été profondément touché par la mort de Nelson Mandela. Le président guinéen a rendu un vibrant hommage à Madiba en marge des travaux de clôture du sommet de la France-Afrique à Paris. Suivez. Parce qu'il y a beaucoup de chefs réunis et le président Hollande qui a quand même une politique africaine très différente. C'était important aussi que la France rende hommage à Mandela, entouré par, il a la chance d'être entouré par beaucoup d'autres chefs d'État africains. Donc ce sera un hommage unanime. Et surtout, il faisait la fiesta de l'Afrique parce que souvent quand on parle de l'Afrique, on parle du sida, on parle de la corruption, on parle de la guerre civile. Mandela symbolisait une autre image de l'Afrique. Et ce n'est pas seulement une fête pour l'Afrique du Sud, c'est une fête pour tous les pays africains. Et j'étais dernièrement au Brésil pour la manifestation de la conscience noire. Et j'ai vu aussi à quel point Mandela symbolisait l'espérance pour les Noirs américains et les Noirs brésiliens, puisqu'il y avait le gouverneur du Saxon, il y avait aussi le président Lula. Et nous avons tous vu l'importance de Mandela pour tous ces pays-là. Nelson Mandela avait été dernièrement très affaibli par la maladie ces derniers temps. Donc, on s'attendait bien sûr à le voir mourir, mais ce jour semblait lointain et imprécis. C'est peut-être la première fois qu'un décès déchaîne une telle douleur mondiale et autant de témoignages. Le monde entier est unanime. C'est un grand leader qui vient de s'éteindre. Reportage. Épicentre de l'onde de choc planétaire qu'a constitué la disparition de Nelson Mandela, le domicile de l'ancien président sud-africain à Johannesburg est aussitôt devenu un lieu de convergence. Dès le lever du jour, des centaines de personnes de toutes les races et de tous les milieux ont commencé d'y affluer, irrésistiblement attirées pour faire leur deuil. J'ai couru presque 30 km de Roostenville jusque-là, juste pour cette grande icône. Nous allons voir ce qui va arriver, mais je ne pense pas que les choses seront comme avant, comme lorsqu'il était vivant. Même émotion à la place Mandela de Sandton, où les gens de tous les âges viennent consigner par écrit leur reconnaissance de dette à l'égard de Tata Madiba, ou lui dire tout simplement leur amour. Tu nous as tous inspirés à rechercher la grandeur et à rêver au-delà de notre environnement immédiat. Et on t'aime, Tata. Nous l'aimons. Un amour partagé sans limitation de frontières sur le continent, au Soudan du Sud, au Mali ou en Zambie où l'ancien président Konda a rendu hommage au combat de Mandela pour la race humaine. Un grand combattant de la liberté. Reconnaissant ce qui a été fait pour soutenir son combat, il aimait le genre humain. En aimant Dieu, il aimait l'homme, il l'aimait quelle que soit sa couleur. Nelson Mandela est un héros de l'Afrique et même du monde. Et j'espère que nous aurons des gens comme lui au Soudan du Sud. Je ne pourrai jamais l'oublier. Ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour les pays. C'était un homme très honnête. Il restera une référence pour nous. Nous servirons toujours de son passé, de ce qu'il a voulu pour l'humanité tout entière. Une émotion qui a même largement débordé le continent, franchissant l'océan jusqu'à New York. Pour beaucoup d'entre nous, il était l'homme d'État idéal, une personne indulgente et compatissante. J'espère que le monde aura appris quelque chose de sa vie. Paix à l'âme de Madiba. Son ombre a plané tout le long de la tenue du sommet de la France-Afrique en France. La clôture, c'était ce samedi. Le président François Hollande promet de faire plus attention à l'Afrique en doublant la coopération. Sanassi Keita.
Le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Tous les dirigeants africains ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous. Rendez-vous qui coïncide avec la disparition de Nelson Mandela, une grande figure africaine qui a marqué l'histoire du continent et qui inspire aujourd'hui tout le monde entier pour son combat en faveur de la paix. À l'entame des travaux de ce sommet, hommage a été donc rendu à Madiba par toutes ces personnalités. Pour ce sommet de l'Élysée consacré à la paix et à la sécurité en Afrique, le président François Hollande a bien fixé un objectif. L'objectif que j'ai fixé, c'est de doubler en 5 ans le niveau des échanges commerciaux entre la France et le continent africain. Mais j'ai aussi mesuré qu'il y avait encore une attente à l'égard de la France, à l'égard de l'Europe, pour ce que nous pouvons faire davantage encore pour le développement. Aussi ai-je décidé de consacrer 20 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années en dons et en prêts au développement de l'Afrique. La France propose un nouveau partenariat sur le plan de la coopération militaire, avec des priorités, le conseil, la formation, l'équipement, le renseignement, pour que les armées africaines puissent être dotées de tous les moyens leur permettant de faire face. L'Europe, je le sais, sera au rendez-vous pour montrer non seulement une solidarité à l'égard du continent ami, mais également une responsabilité dans la mise en commun de moyens et de forces. Les risques de changement climatique en Afrique, tels que la désertification, la déforestation et tant d'autres facteurs, ont été évoqués par le président français. À ce niveau, François Hollande a aussi annoncé que la France consacrera une partie de son aide aux objectifs de développement durable. 1 million d'euros par an seront dédiés par l'AFD, Agence française de développement, à ces projets en Afrique. Je vous annonçais au sommaire ce grand événement à Conakry. C'est l'ouverture lundi 9 décembre des travaux du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Cette 40e session aura lieu au Palais des Nations. Le local est toujours en chantier. Les travaux avancent et le sommet n'est pas menacé. Constat, Fatoumata Samora. Pendant que les ouvriers du groupe ITCAN et des entreprises sous-traitantes s'activent sur les derniers réglages liés notamment aux essais techniques et à l'embellissement de l'arrière-cour, le ministre d'État aux Affaires étrangères donne les dernières instructions aux représentants des sociétés chargées de l'accueil et de l'installation des délégués dans la salle plénière, une salle visiblement bien habillée. Nous attendons 55 ministres des Affaires étrangères qui seront là et nous attendons aussi les représentants de toutes les organisations internationales. Et là, je peux vous dire qu'il y en a assez suffisamment. Il y a au moins une 40aine d'organisations internationales, dont les Nations Unies, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, la Ligue arabe et tant d'autres organisations qui seront là. La visite guidée de la forteresse laisse entrevoir l'immensité des travaux déjà réalisés. L'on constate aussi les touches de finition à faire. Qu'à cela ne tienne, l'Ousénifal est rassurant. Personne n'avait cru il y a un mois qu'on pouvait arriver à ce stade, et même il y a 3 semaines. Je pense que, comme l'a dit le président lui-même lorsqu'il a visité ce palais la dernière fois, il a dit que l'impossible n'est pas guinéen. Et c'est cet exemple-là que nous sommes en train de démontrer maintenant. Les efforts se multiplient, il n'y a plus que les derniers réglages pour que cette conférence puisse débuter, comme nous l'avons prévu, le lundi à 9h. En moins de 48 heures de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, les ouvriers doivent retrousser les manches pour être au rendez-vous. Un exploit difficile, mais pas impossible à réaliser. 3 jours de travaux pour se pencher sur le raffermissement des liens entre les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Déjà, plusieurs délégations sont à Conakry. Le nouveau secrétaire de l'institution est arrivé ce soir, Mahmoud Bari. Je voudrais vous dire tout d'abord qu'entre le Liban et la Guinée, il y a des relations amicales et fraternelles très profondes. Vous savez très bien que la communauté libanaise qui se trouve en Guinée remonte à l'année 1882. Et les Libanais qui se trouvent dans ce cher pays, il se trouve qu'ils sont vraiment chez eux. Alors, c'est une occasion pour nous
en assistant à cette conférence islamique. C'est une occasion de rencontrer les responsables guinéens en vue de fortifier et de pousser en avant les relations bilatérales à tous les niveaux, niveau politique, économique, social, politique et aussi touristique, et ainsi que encourageant les hommes d'affaires en vue de faire les investissements dans ce cher pays. En tout, une soixantaine de délégations prendront part à ces travaux de l'OCI. Pour rappel d'histoire, cette organisation a été créée en septembre 1969 et c'est la deuxième fois que la Guinée abrite les travaux. Ibram Keita. C'est la deuxième fois que la Guinée accueille cet événement, 18 ans après le dernier, tenu à Conakry. Les représentants des pays membres de cette organisation vont se pencher sur le thème « Dialogue des civilisations, facteurs de paix et de développement durable ». Créé le 25 septembre 1969 à Rabat au Maroc, il a fallu attendre le premier sommet de la conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, tenu à Djeddah en 1970, pour mettre en place les bases de cette organisation. Si à sa création, l'OCI comptait 25 membres, cette organisation de la Oumma islamique en compte aujourd'hui 57. Le renforcement de la solidarité, la coopération, l'amélioration et la consolidation des liens de fraternité sont entre autres objectifs de cette organisation. Une organisation qui comprend 3 organes principaux: le sommet islamique qui regroupe les rois et chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et le secrétariat exécutif. Pendant que les délégations étrangères allient Conakry, le ministre guinéen de la décentralisation effectue une visite de terrain dans les communes de la capitale, une démarche pour superviser l'évolution des opérations d'assainissement et de déguerpissement. Mohamed Amin Kamara. Des opérations d'assainissement se poursuivent à Conakry. Les collectivités locales s'activent à débarrasser les quartiers des 5 communes de leurs immondices. Si ces actions sont engagées à l'occasion de l'organisation de l'OCI, il faut cependant noter que leur pérennisation est une nécessité. Les collectivités décentralisées ont pris aussi à bras le corps le problème de l'assainissement. Nous avons reçu des moyens que nous sommes en train d'utiliser. Nous avons fait le travail tant bien que mal, mais je pense que dans l'ensemble c'est positif. À ce jour, la ville de Conakry commence à reprendre son image d'antan. C'est dans cette dynamique que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a entrepris cette visite de terrain pour toucher du doigt l'évolution des opérations d'assainissement. De Ratoma à Kaloum, en passant par Matoto et Matam, le chef du département en charge des collectivités a apprécié les travaux déjà effectués. Les citoyens n'étaient peut-être pas informés, ils jetaient les ordures n'importe comment, mais je dois dire qu'on doit aussi féliciter les citoyens parce qu'aujourd'hui tout le monde se mobilise pour nettoyer la ville. C'est prouvé que les communes, avec les moyens, sont capables de nettoyer la ville de Conakry. Et c'est surtout ça que nous recherchons. Parce qu'il y a déjà 3 ans, nous avons tenté de signer des sociétés étrangères, ça n'a pas été très probant. Mais maintenant, avec les communes, il suffit simplement de leur donner les moyens. Avec la volonté politique, ça marche. Ici, aux alentours de la grande mosquée Faisal, quelques mendiants continuent à occuper anarchiquement les lieux. On a donné l'argent, mais les autres sont reçus. Moi, je ne suis pas reçu. L'imam a pris notre nom. On a pris notre nom de l'assurance patienter. L'argent va venir. Il va nous donner l'argent pour aller chez nous. Moi, même s'il me donne aujourd'hui 10 millions, mais il me donne un pied de transfert de chez nous. Au débarcadère de Boulbinet, des baraques sont construites juste derrière le Palais des Nations. Une occupation anarchique qui donne une image périllante à la commune de Kaloum. Le gouverneur de la ville de Conakry a mis en garde les occupants de les démolir eux-mêmes dans les meilleurs délais. Autre temps fort de l'actualité nationale, le deuxième projet de réhabilitation et d'extension des réseaux électriques de Conakry a été lancé hier. Il s'étendra sur 12 quartiers des communes de Ratoma et Matoto. Déjà, le premier projet avait couvert 30 quartiers des mêmes communes. On fait le point avec Boubacar Ba.
Ce deuxième projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Conakry vise à améliorer l'accès des populations de Ratoma et Matoto à une électricité de qualité, à contribuer au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles et humaines. Pour une population estimée à 1,4 million d'habitants où évolue une quarantaine d'usines, 2300 petites et moyennes entreprises, le projet a pour objectif de raccorder 40 000 abonnés avec la pose des compteurs prépayés, de renforcer la gestion financière d'électricité de Guinée, de réduire du tiers les pertes électriques, d'augmenter le taux de facturation de 51 à 85% et d'améliorer le taux de recouvrement qui se situe à ce jour autour de 80%. On va enlever tout le reste, créer de nouveaux postes, cabines. Et donc le projet ira cette fois-ci jusqu'à l'éclairage public de toutes les rues de cette zone. Le coût total du projet, financé par la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, est d'environ 25 millions d'euros. La part du financement de la BAD, qui fait l'objet de cette cérémonie, se situe autour de 12 millions d'euros. La présente cérémonie de lancement du projet 2 constitue pour la Banque africaine de développement la traduction dans les faits de sa politique pour le développement des infrastructures énergétiques, notamment électriques, dans ces pays membres et particulièrement sa détermination à soutenir le gouvernement de la République de Guinée dans ses efforts constants de redressement du secteur de l'électricité. Au nom du ministre d'État en charge de l'énergie, la représentante du cabinet a indiqué que son département mettra tout en œuvre avec la contribution des populations bénéficiaires projet et d'autre part pour assurer la maintenance et l'entretien adéquat des ouvrages qui seront réalisés. Le gouverneur de la Banque centrale, gouverneur de la Banque islamique de développement en Guinée, a dit sa détermination à accompagner les efforts des autres partenaires au développement pour la réalisation des infrastructures énergétiques nécessaires au développement de la Guinée. Il nous appartient à nous maintenant de faire en sorte qu'il y ait plus de capitalisation, plus de continuité, plus de cohérence dans nos projets et aussi dans les relations entre les différents bailleurs de fonds. Les travaux qui débuteront en janvier prochain s'étaleront sur 3 ans et devraient prendre en compte toute la chaîne de distribution jusqu'aux clients, réseau, branchement et pose compteur. Trafic d'engrais à Mafereya, un réseau vient d'être démantelé. Ses membres ont été interpellés. Au lieu des 137 000 francs guinéens prix officiel, ils revendaient à plus de 200 000 francs, parfois même en dehors du territoire guinéen. Fodé Camara. Les vieilles mauvaises habitudes de spéculation continuent à empêcher les producteurs de bénéficier des engrais au prix officiel. À Mafereya, dans la commune de Forêt-Caria, la police locale et la brigade antifraude de la présidence ont mis le grappin sur les présumés acteurs impliqués dans un réseau de trafic d'engrais. Les Guinéens, je ne comprends plus. Ils sont là, ils revendent ici, au lieu de 135 000, on revend 150 000. Il y a des hommes qui ont dénoncé qu'ils sont achetés à 200 000 francs. Ce n'est pas seulement mon frère. Nous, éléments, nous sommes sur le terrain, nous toujours partout en Guinée. Nous, on ne parle pas, on est en civil. Quand on vous voit seulement, on dénonce, on devant l'autorité qui est en place à côté de nous. Quelques témoignages et le rapport d'enquête révèlent une autre facette de cette affaire. Ces fertilisants subventionnés par le gouvernement se retrouvent parfois de l'autre côté des frontières. Nous avons découvert aussi un réseau de trafic d'engrais qui prennent de l'engrais à la République de Guinée pour le transporter à la République serbe de Sierra Leone. Et ça aussi, c'est des activités répressives qui font qu'il y a toujours des manques de stocks d'engrais dans surtout la préfecture de Forêt-Caria. Donc ce réseau a été découvert. Sur toute l'étendue du territoire national, les petits exploitants agricoles et les autorités préfectorales doivent veiller au grain, car ce réseau de trafic d'engrais démantelé ici à Mafereya n'est peut-être qu'un arbre qui cache la forêt. Des agents de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité de Bambeto viennent d'intercepter un convoi de chanvre indien, plusieurs colis de cette substance enfouis au milieu de sacs de charbon, une saisie nocturne à bord d'une Renault. Les explications de Abdul Karim Kamara. Matin, dans la nuit du 3 au 4 décembre, la compagnie mobile d'intervention de sécurité numéro 2 de Bambeto en patrouille intercepte ce minibus entre Kagbele et le quartier Ketaya. En provenance de Forêt-Caria,
Le véhicule avait à son bord cette importante quantité de chanvre indien dissimulé dans des sacs de charbon. Ils ont dit pour un premier temps que c'est du charbon, ils viennent de l'intérieur du pays, ils sont en panne, donc c'est ce qui fait qu'ils étaient en ces lieux. Mais quand ils ont constaté avec insistance que la police procède à une fouille systématique de contenu donc de minibus, en ce moment ils ont pris la tangente. Au cours des fouilles, la police a retrouvé les pièces du véhicule. Sur la carte grise, la voiture appartiendrait à Ali Badra Kalo, un homme d'affaires guinéen. Le chauffeur et son apprenti sont toujours en cavale. Quant aux colis de cannabis, ils ont été mis à la disposition de l'OCAD, Office central antidrogue. La Guinée figure toujours parmi les pays les plus corrompus au monde selon une publication récente de Transparency International. Le classement 2013 est tout de même un peu flatteur. Il prouve qu'il y a eu des efforts dans la lutte contre le fléau, mais l'Agence nationale de lutte contre cette pratique veut lancer dès lundi une campagne nationale. Mamadou Alpha Baldé a suivi le point de presse. L'Agence nationale de lutte contre la corruption multiplie les initiatives pour réduire le phénomène en Guinée. Selon le dernier rapport de Transparency International, notre pays est 150e sur 175 pays évalués dans le monde et 37e sur 48 pays en Afrique, ce qui constitue une amélioration de 4 points au niveau mondial cette année. Le succès a été l'effort conjugué de toute la nation, mais également les réformes qui sont engagées depuis l'élection du président en 2010, les mesures engagées par le gouvernement à motiver les institutions de notation mondiale à améliorer notre classement, parce qu'aujourd'hui, les experts et les usagers pensent que l'investissement est possible en Guinée et que cet investissement pourrait être sécurisé. Même si la tendance est à la baisse, l'ANLC estime que la lutte contre la corruption doit se poursuivre, car il y a encore des secteurs qui restent très corrompus. Il y a le foncier. Les institutions chargées du foncier en Guinée sont corrompues. Le système de sécurité aussi est corrompu. Donc la police, la douane ont été épinglées par le rapport comme des institutions à reformer et à améliorer. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il y a la réforme des forces de défense et de sécurité pour donner vraiment une possibilité à ces instances de sécuriser les populations et les biens. La Guinée est un pays à fort potentiel économique. De l'avis de plusieurs observateurs, la corruption est l'un des facteurs qui retardent le développement économique du pays. La campagne nationale dont il est question sera donc lancée lundi, mais en prélude à ce lancement, plusieurs cadres de cette agence nationale de lutte contre la corruption, mais aussi de la société civile ont appris quelques techniques d'investigation. Ils doivent répercuter ces connaissances auprès des contrôleurs des régies financières de l'État. Mohamed Sankom pour plus de précisions. 75e en 2010, la Guinée était 154e dans le classement de Transparency International en 2013 sur l'indice de corruption dans le monde. Ce bond qualitatif est à mettre au compte de la gouvernance imposée par les nouvelles autorités du pays. Et la lutte doit continuer pour améliorer davantage ses performances, surtout que l'Agence nationale de lutte contre la corruption relève désormais de l'autorité directe du chef de l'État. D'où cette formation axée sur les techniques d'investigation, sur les pratiques de corruption et des infractions assimilées. Les sujets liés au droit administratif, au contentieux administratif, au droit pénal général et les infractions liées à la corruption, ainsi que les responsabilités des différents acteurs seront évoquées. Et la société civile est prête à prendre une part active à cette dynamique. Chacun de nous est responsable parce que nous sommes complices de ce qui se passe dans notre pays. Même si l'autorité n'agit pas, mais le fait que quelqu'un de la société civile s'élève pour dire effectivement dans une chaîne de radio, dans tel service, il y a telle corruption, alors ça permet à la personne de faire beaucoup attention, de réfléchir avant d'agir. La justice guinéenne s'engage à appliquer la loi dans toute sa rigueur. Nous avons pris l'engagement de sanctionner à la hauteur des faits prévus par le Code. Après ces 3 jours de formation, les cadres de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et ses partenaires auront acquis les outils pour éradiquer le fléau, à condition qu'ils en fassent un bon usage. Sport enfin pour finir, c'est peut-être l'Algérie qui a bénéficié du tirage le plus clément avec la Belgique, la Russie et la Corée du Sud. Les qualifiés
côté africain connaissent désormais leur adversaire pour la Coupe du Monde au Brésil. Suivez. C'est par un hommage aux héros de la lutte anti-apartheid qu'a débuté vendredi la cérémonie de tirage au sort du Mondial 2014 au Brésil. Une minute de silence en mémoire du grand leader sud-africain Nelson Mandela. Le Brésil et le peuple brésilien s'inclinent en souvenir de lui. Une minute de silence avant de passer au tirage au sort du mondial qui a promis la présidente brésilienne sera la coupe des coupes parce qu'au Brésil le football est chez lui. Dans le groupe E, la France s'en sort plutôt bien. Le tirage au sort offre aux Bleus la Suisse, l'Équateur et le Honduras, mais la prudence reste de mise. Voilà, il va falloir calmer un peu cette euphorie et puis la première des choses, la plus importante pour moi, pour commencer la Coupe du Monde, ça sera de gagner notre premier match face à l'Honduras et ça sera pas simple. Sur le continent africain, on veut y croire, même si le Cameroun se retrouve dans le groupe A, le groupe du Brésil. Avant d'affronter les Brésiliens, les Lions indomptables auront pour adversaire le Mexique puis la Croatie. Les matchs les plus difficiles pour nous seront contre le Mexique et la Croatie parce que c'est là que nous devons gagner des points pour accéder au second tour. Dans le groupe G, le Ghana lui aussi se trouve en position difficile avec l'Allemagne, le Portugal et les États-Unis. Poule plus favorable pour la Côte d'Ivoire qui jouera dans le groupe C son premier match le 19 juin contre la Colombie. Dans le groupe F, qui compte un adversaire de taille, l'Argentine de Lionel Messi, le premier adversaire du Nigeria sera l'Iran. À Alger, dont le pays se retrouve dans le groupe H, aux côtés de la Russie, de la Corée du Sud et de la Belgique, on voit déjà loin. Il y a de l'espoir avec ce groupe. On ira plus loin, jusqu'au second tour. C'est un groupe facile, nous espérons gagner et nous qualifier. On est optimiste face à la Corée et à la Belgique. J'espère qu'on va se qualifier. Rendez-vous le 12 juin à Sao Paulo pour le match d'ouverture qui opposera le Brésil à la Croatie. La France qui a également bénéficié, comme vous l'avez suivi, d'un tirage plutôt clément. Lui, son pays n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais son club a Zlatan Sochaux ce soir. Le PSG a étrié son adversaire 5-0 et Zlatan Ibrahimovic a fait un doublé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.